vitrine, vous avez un peu un résumé de l'histoire de la médecine vétérinaire. Là, en haut, vous avez ici des cautères. Ça, ce gros truc, c'est un cautère à queue. Vous voyez, avec le rond, ça permettait de cautériser après qu'on ait coupé avec une sorte de hache la queue du cheval. Ça saignait et on brûlait tant qu'on pouvait les artères. Vous avez d'autres cautères très épais ici qui permettaient de faire des pointes ou des raies. Vous avez des trépans qui permettaient de percer, par exemple, la boîte crânienne pour aller vidanger des sinus. Vous avez des flammes à saigner. Tout ça, c'est vraiment l'ancienne médecine telle qu'elle existait durant l'Antiquité. Pour être dans un niveau de complétude absolue, il faudrait regarder en bas, ici, les clistères, c'est-à-dire ce qui permettait de faire des lavements, d'injecter des sortes de lotions, de décoctions de plantes dans le rectum du cheval. On pensait qu'il évacuait ça et c'était formidable, ça permettait de faire retirer les mauvaises humeurs. Mais là, ce que vous avez là, c'est vraiment ce qui est spécifique du vétérinaire. Ce qui est spécifique du vétérinaire, c'est l'apparition des principes actifs. Un principe actif, ce n'est pas un mélange de plantes, comme on le faisait durant l'Antiquité et jusqu'au XIXe siècle. C'est identifier dans une plante, dans un minéral, une substance qu'on va purifier, puis plus tard qu'on va synthétiser, dont on va établir une posologie, c'est-à-dire une dose à donner à un animal, qu'on va injecter au moyen d'une seringue et d'une aiguille, et c'est ce qu'on voit ici, les fameuses premières seringues qu'on va utiliser, dans le corps, alors qu'avant on donnait ces espèces de mélanges de plantes par la bouche, ce qui était extrêmement compliqué. Et donc c'est le moment où on passe d'une médecine très peu active, qui sert surtout à traiter le client et à lui donner satisfaction, parce qu'on s'est occupé de son animal, à une médecine qui va produire des effets. La première salle du musée, qui est très grande, elle est consacrée à l'anatomie. Et l'idée, c'est que les élèves, pour apprendre l'anatomie, notamment au 19e et au début du 20e siècle, n'avaient pas grand-chose, il n'y avait pas tant de livres que ça coûtait cher. Donc ils venaient ici et ils apprenaient selon les modalités d'anatomie comparée, c'est-à-dire que vous avez ici des porcs, vous avez ici des petits ruminants, en bas vous avez des chevaux, et ils prenaient leurs cours et ils répétaient leurs leçons, ils identifiaient tel os qui est présent, qui est très développé dans cette espèce, un petit peu moins dans l'autre. Et puis, on décline cette technique absolument pour tous les appareils. Ici, vous avez typiquement une vitrine qui est consacrée à l'appareil digestif. Et là, c'est un estomac de bovin, une toute petite vache qui permet de regarder les différents compartiments, et puis les intestins. Et de l'autre côté, vous avez le cheval, de la même façon. Et on décline l'ensemble des appareils. Il y a l'appareil respiratoire, urinaire, génital, et puis une collection de monstres, parce que les naissances anormales étaient et sont toujours un gros problème, parce qu'il faut pouvoir faire sortir ce veau qui a un membre de plus ou qui a 2 têtes. Alors la seconde salle du musée est monumentale. Elle est très haute de plafond avec des décors assez incroyables. C'était d'un luxe très marqué au début du XXe siècle. Et c'est une salle assez classique de présentation des squelettes, comme on la trouve d'ailleurs au Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Alors, sauf qu'ici, ce sont essentiellement des animaux domestiques. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un éléphant, une girafe, mais essentiellement des animaux domestiques parce que les vétérinaires s'intéressaient aux chevaux, aux bovins, et puis un peu plus tard aux animaux de compagnie. Alors il y a des merveilles, il y a des chefs-d'œuvre. Ça c'est un superbe buste équin réaliste d'un cheval, d'un étalon qui s'appelait La Truffe, qui était la propriété du duc d'Angoulême. Alors le duc d'Angoulême, c'était le fils de Charles X. Et ce cheval qui était considéré comme le plus beau du royaume de France. Et il avait demandé, le duc d'Angoulême, à ce que son portrait, son buste soit fait. Donc vous le voyez, magnifique, qui trône depuis 1827 ici. Et puis il y a des choses tout à fait spectaculaires, des collections de dents, des collections de lésions dentaires. Parce que comme les chevaux vivaient très 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 vieux et qu'ils avaient des dents à croissance continue, assez souvent, lorsqu'il y avait une malposition dentaire, ça générait des excroissances et une mortalité importante. Et puis, dans les dernières collections qui ont intégré le musée,
vous avez celle-ci qui est merveilleuse, qui est une collection qui vient de l'école d'artillerie de Saumur, parce qu'on pense toujours à la cavalerie quand on pense chevaux. Mais enfin, un cavalier, il monte sur un cheval, alors qu'un affût de canon, il faut 4, 6, 8 chevaux pour le tirer. Donc les régiments d'artillerie avaient une maestria extraordinaire pour fabriquer des fers qui permettaient de s'ancrer dans le sol, d'accrocher au terrain. Tout le monde a en mémoire la sinistre retraite de Russie de 1812 de Napoléon, où l'armée impériale a perdu le trésor à Vilnius et également la quasi-totalité de l'artillerie, puisque les chevaux ne pouvaient pas tenir sur la glace, vous ne pouvez pas tirer un affût de canon sur de la glace. Et suite à ça, on a raffiné les techniques de maréchalerie pour pouvoir s'adapter à toutes les conditions. Et c'est ce que cette très belle collection démontre. Elle est de 1913. Alors, on a vu des os, mais ici, pour rendre la couleur des lésions, qui est si importante pour faire le diagnostic, les moulages, qu'ils soient en plâtre ou en cire, étaient beaucoup plus efficaces. Vous avez ici une pièce qui est emblématique de ces techniques de reproduction, de facsimilé. C'est la tuberculose pulmonaire, miliaire, pleurale, très classique autrefois chez les bovins. Vous voyez, tuberculose, tubercule, et vous voyez ces centaines de petits abcès qui vont générer des adhérences avec les poumons. Alors, il y a des maladies des animaux, il y a aussi des maladies des humains, parce qu'il y a ce qu'on appelle les zoonoses, et la plus emblématique, la plus connue, c'est la morve, qui est une maladie, comme son nom l'indique, qui fait couler le nez du cheval, et qui peut être transmise à l'humain, auquel cas, c'est une maladie qui génère une infection, notamment avec des atteintes du système lymphatique, particulièrement douloureuses. Il était assez courant que des employés de l'école, des soignants, des étudiants meurent de cette maladie après 2 mois de souffrance très marquée. Et ici, vous avez une curiosité dans cette vitrine, c'est une collection de calculs, c'est-à-dire des pierres qu'on a trouvées dans l'appareil digestif des animaux, pas des pierres qu'on a trouvées dans l'appareil urinaire, dans la vessie. Ce sont des concrétions qui étaient extrêmement courantes parce qu'il a fallu attendre le Second Empire pour qu'il y ait l'adduction d'eau à Paris, qu'on ait des fontaines et que les chevaux, comme les humains du reste, puissent s'abreuver. Et donc il faut imaginer qu'avant, on faisait boire un cheval 1 fois par jour en hiver, 2 fois par jour en été. C'était la norme dans l'armée. Et donc, c'était des animaux qui étaient perpétuellement déshydratés, tout comme les humains l'étaient, du reste. Alors, le 3e espace du musée, il est consacré à la pathologie, aux maladies. Alors, c'est des maladies qui datent du 19e siècle. Ce n'est pas des maladies qu'on voit aujourd'hui, concrètement. C'est des maladies de chevaux et de bovins de travail, pour l'essentiel, qui n'étaient pas contrôlées par des médicaments comme les antibiotiques, les anti-infectieux, tout ce qu'on peut imaginer. Donc, au 19e siècle, quand vous avez une affection, quand vous êtes atteint par exemple, une ostéomyélite, il n'y a rien qui empêche que ça se développe. Et comme les animaux vivaient très vieux, parce qu'on les consommait très peu, donc c'était des animaux de travail, c'est un petit peu comme un camion un peu usagé, tant qu'il pouvait faire un petit peu de circulation, on l'utilisait. Donc vous avez là des mandibules qui sont amputées, des mâchoires. Ça, c'est un abcès spectaculaire sur un cheval. Et on voit qu'il a arrêté de manger parce que les dents se sont allongées, elles ne se sont pas usées. Ou ici, vous avez des choses qu'on peine à imaginer, des maladies professionnelles du cheval. Ça, c'est des têtes de chevaux de minotier. Le meunier, vous savez, quand il broyait le grain, il laissait l'écorce, c'est-à-dire le son, et le son est très riche en phosphore et ça entraînait tout un tas de troubles métaboliques. Mais dans les maladies professionnelles, typiquement, celle-ci, qui était extrêmement courante, presque tous les chevaux étaient atteints, c'est des fusions vertébrales qui sont liées au fait de tirer des lourdes charges. Quand vous labourez, que vous plantez le soc d'une charrue, il ne faut pas croire que ça génère des forces de compression extrêmement importantes. Donc là, on a toute une collection de lésions. Il y a des lésions extravagantes, il y a des fractures du bassin. Alors on dit souvent, la fracture du bassin chez le cheval, ça ne se consolide pas. Si, ça se consolide. Il faut attendre très longtemps, les chevaux étaient mis au pré, puis ça se consolidait. Ils avaient une telle valeur qu'on ne voulait pas les perdre pour ça. Ici, vous avez une armoire, une vitrine qui est consacrée aux éparvins. Alors l'éparvin, aujourd'hui, le moindre petit éparvin, c'est une catastrophe pour le cheval de sport, ça arrête sa carrière. Mais à l'époque,
quand vous étiez cheval d'omnibus, quand vous étiez cheval de calèche, vous pouviez boiter, vous faisiez toujours le même travail. Et ici, vous avez, ça c'est l'articulation de la cheville, du jarret, du cheval, et vous voyez des développements d'arthrose, on voit ces bouts d'os qui poussent ici, avec différents degrés, qui étaient notamment liés aux chocs répétés sur le terrain dur, sur les pavés. Donc on est ici dans le cabinet de curiosité de l'école vétérinaire d'Alfort. On a rassemblé dans cet espace à peu près 200 pièces qui étaient présentes à la création de l'école, c'est-à-dire en gros avant 1775. Ce sont des pièces qui sont impressionnantes, il y a des écorchés. Alors les écorchés, ce sont des corps humains et des corps d'animaux qui ont été disséqués, préparés, momifiés pour être conservés et pouvoir ainsi enseigner l'anatomie humaine et l'anatomie animale. D'ailleurs, c'est curieux de parler d'anatomie humaine dans une école vétérinaire, mais au XVIIIe siècle, on faisait très peu de différence entre l'humain et l'animal, et surtout les vétérinaires pouvaient intervenir sur les humains pour des interventions chirurgicales, pour des accouchements. Donc on apprenait l'anatomie humaine. Alors dans les pièces extraordinaires, il y a ce cheval qu'on appelle, on ne va pas lui donner de nom, mais il y a ce cheval qui porte un homme, c'est un jeune homme, et c'est une pièce qui a été faite par Honoré Fragonard, le premier directeur et le premier professeur d'anatomie de cette école, et qui servait à montrer que l'humain et le cheval, même s'ils sont extrêmement différents, sont faits du même bois, c'est-à-dire qu'on trouve les mêmes muscles modifiés dans leur conformation. Et finalement, on se targue de One Health, mais c'est très One Health, puisqu'on démontre que, bien qu'éloignés, ce sont des proches cousins, ces mammifères. Alors, là, vous avez la pièce toute seule, elle était connue au XVIIIe siècle déjà, il y a des livres qui en parlent, mais il faut imaginer la scène, ça se trouvait dans les appentis du château d'Alfort, et il y avait au pied de ce cheval des fœtus humains montés sur des fœtus de chevaux. Et il tenait dans sa main, outre des rênes de soie bleue, un fouet, ce qu'on appelle un fouet à chien, c'est-à-dire un fouet de chasse à courre. Voilà. Mais on a également un homme qui porte une mandibule, c'est une évocation de Samson se battant contre les Philistins avec sa mâchoire d'âne. Ça s'appelle une angéologie, c'est-à-dire qu'on a injecté les artères de rouge, les veines de bleu, puis ensuite tout disséqué pour montrer comment le sang circulait dans le corps. Et c'est pour ça que l'appareil génital est si présent, puisque les corps caverneux sont annexés au système vasculaire. Mais il y a plein de trésors qui sont difficiles à voir. Il y a par exemple 2 tableaux qui sont assez incroyables et qui résument l'affrontement du XVIIIe siècle pour la création des écoles vétérinaires. À gauche, le portrait de Claude Bourgelat, le créateur des écoles vétérinaires, avocat de son État, qui a créé l'école de Lyon, ouvert l'école de Lyon en 1762, celle de Paris en 1765. Et vous avez un très rare portrait hagiographique. Hagiographique, ça veut dire que dans le portrait, si vous le lisez, vous savez tout de la personne. Tout est codé. Donc ça, c'est un tableau dont l'original se trouve à l'école vétérinaire de Lyon. Donc vous avez Bourgelat dont la tête a été repeinte un peu avant sa mort. Et il est assis avec des bottes d'équitation, donc il monte à cheval, et c'est normal, il tenait l'Académie royale d'équitation de Lyon. Il écrit vous voyez, des courriers, et si on regarde le détail du titre, ici il y a marqué, je crois, pour le roi de Prusse, il correspondait avec Frédéric II, avec Catherine II également. Ici, vous avez un utérus de jument avec des injections vasculaires, il est desséché, on le voit très nettement, donc il maîtrisait l'art des injections et l'anatomie. Vous voyez des instruments, ici, une selle d'Amazone, un arçon de selle, donc ça c'est relatif à l'équitation, toujours son passé puisqu'il était écuyer. Vous avez une mâchoire de cheval, une sonde urinaire pour une jument, donc qui montre qu'il pratique la médecine vétérinaire. Vous avez ici un mors, un appareil de musique, un instrument de musique, car dans les académies d'équitation du roi, on apprenait à la jeune noblesse l'art de la danse et l'art de la musique, des pincettes pour pouvoir manipuler et également un soufflet, et puis ici une petite pelle pour manipuler le charbon, ça c'est typique de la maréchalerie, donc ils connaissaient les fers des animaux. En haut, des mortiers et des appareils qui servaient à la fabrication des médicaments,
Et tout à fait à l'arrière ici, dans ces rayonnages des livres qui sont totalement typiques, des forts volumes nombreux, c'est l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Il avait rédigé plus de 200 articles de cette encyclopédie. Donc, en lisant ce tableau, dans le détail, en regardant ce qui est écrit sur les livres, vous savez qui était Bourgelat. Et de l'autre côté, en face, et je ne sais pas comment ils arrivent à cohabiter, vous avez un autre portrait hagiographique de l'ennemi juré de Claude Bourgelat, qui s'appelait Philippe-Étienne Lafosse. Les Lafosse, c'était la grande famille de maréchaux de la cour de France, dans les années 1750 jusqu'à la Révolution, et il tenait un grand atelier de maréchalerie à Paris. C'était des gens, on l'appelait le prince des hippiâtres, son père en tous les cas. Et donc là, c'est la même chose, vous décodez. Vous avez une table en bois, vous avez des jeunes personnes ici qui tiennent des scalpels à manches d'ivoire. Donc ils sont riches, ils ont réussi, ils sont très bien habillés, ils ont des manchettes de dissection, vous voyez, pour se protéger les avant-bras. Et il montre ici les articulations du pied du cheval, et là, les artères et les veines du pied du cheval. Pourquoi? Parce que le père, Guillaume-Étienne Lafosse, Étienne Guillaume Lafosse, le père Étienne Guillaume Lafosse, avait écrit un traité sur le pied du cheval qui a fait date. Donc c'est la référence. Ici, vous voyez différents officiers de la cour. Alors, il y a des gendarmes, il y a un officier des forêts qui est ici. Vous avez des gens de la maison du roi, donc ça montre la proximité avec le pouvoir royal. Et vous avez ici une tête de cheval disséquée qui montre le septum nasal. Et ça, c'est une référence à un ouvrage à succès sur le véritable siège de la morve, qui est une maladie du cheval, qu'il plaçait, la famille Lafosse, dans ce septum nasal. En dessous, vous avez un chien, une tête de cheval, référence à sa maîtrise de l'anatomie. Ici, vous voyez un fer très particulier, qui est un fer qui est encastré dans la corne. C'était la spécialité des Lafosse de placer comme quand on a une canne, on peut mettre une petite pointe de fer, donc la canne ne va pas s'user. Donc c'était ce système de jonc métallique. Des fers tronqués dont on a retiré l'arrière, les éponges. Ça, c'est des fers qui étaient particuliers aux Lafosse, qui empêchaient que le sabot dérape sur les pavés parisiens et versaillais. Il y a eu des ouvrages là-dessus. Ça, c'est un petit fer enclavé, vous voyez, qu'on retrouve ici dans le sabot. Et là, vous avez deux ouvrages fondamentaux qui sont reconnaissables. Cet ouvrage de forme assez carrée, c'est le Guide du maréchal, qui a été écrit par le fils Philippe-Étienne Lafosse en 1766. Et ça, c'est le monument de l'hippiatrie du XVIIIe siècle, 1772, le cours d'hippiatrique, le grand cours d'hippiatrique du même Lafosse. Donc quand vous lisez ça, ils vous disent qu'ils sont proches de la cour, qu'ils sont riches, qu'ils sont savants, ils étaient membres de l'Académie des sciences, et vous trouvez leurs inventions qui sont ainsi placées là. Et ce qui est rigolo, c'est que ce tableau forme le frontispice de cet ouvrage.